très, très intéressant. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Philippe Geiger. Philippe Geiger, qui est à sa 3e participation, comme je l'ai dit tantôt. Philippe Geiger, qui est MVP, MCT et directeur des activités. Donc, Philippe Geiger, je m'en souviens très bien l'année dernière, qui nous avait choyé avec 2 présentations, les unes plus intéressantes que les autres. Et cette année encore, il revient en fidèle présentateur, fidèle speaker pour nous apporter un peu plus, pour apporter aux professionnels de la technologie un peu plus sur ce qu'il sait. Donc, j'espère que les nuls comme moi vont se régaler avec ce thème vraiment très excitant pour commencer, pour débuter l'événement. Donc, ça ne fait pas du tout de mal pour commencer avec les nuls. Donc, c'est vraiment intéressant. Et Philippe, pour rappel, qui va présenter le thème Azure Data Factory pour les nuls. Donc, Philippe, c'est un habitué, c'est un fidèle présentateur, comme je l'ai dit tantôt. Et Philippe, que j'invite à tout de suite à partager son écran, à se présenter et à démarrer ensuite avec la présentation. Donc, pour être à l'heure dans l'agenda, j'espère que tout le monde est déjà à bord et on va commencer l'aventure d'aujourd'hui avec Philippe. Philippe que j'invite là tout de suite à se présenter et à démarrer avec la présentation. Donc, je souligne et je rappelle que les présentations durent 60 minutes avec 45 minutes de présentation de vif un sujet et 10 minutes de questions-réponses. En tout cas, faites part de vos questions dans les commentaires et au bout des 45 minutes de présentation, donc, le présentateur va répondre à vos questions et même en ce temps, continuer à poser vos questions, à partager vos commentaires, vos suggestions pour que vous soyez partis avisés, pour que vous soyez partis éclairés par rapport à vos points d'ombre. Philippe, à vous l'antenne. Merci, c'est gentil. J'espère que Annie, tu vas bien. C'est vrai que c'est la 2e année qu'on se retrouve pour cette journée. C'est un vrai plaisir l'an dernier. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, ça soit encore le cas. Je ne sais pas si tu m'entends bien, Annie. Ça veut dire que tout se passe bien? Non? Je ne sais pas. J'ai pas de retour. Bon, on va dire que tout se passe bien. Allez, on est parti donc pour une petite heure là sur Azure Data Factory pour les nuls, pour les débutants. En tout cas, j'ai repris le titre assez habituel et en tout cas, on va démarrer sur la présentation de ce produit pour les gens qui ne le connaissent pas bien. Voilà, toujours un remerciement à nos sponsors sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu, notamment Microsoft. Qui je suis? Je suis, comme l'a dit Annie, je suis Philippe Geiger, je suis directeur des activités dans la société Métis Grand Est et CTO Data, toujours aussi chez Métis. MVP, j'ai un certain nombre de certifications chez Microsoft pour valider un peu toutes mes connaissances, puisque ça fait maintenant de nombreuses années que je travaille sur les technologies Microsoft, notamment dans le monde de la data. Voilà, je vous ai mis aussi les moyens de me contacter. J'anime beaucoup de sessions, à peu près une dizaine par an, que ce soit essentiellement en France. Et une petite pub interne, je fais aussi partie du club Power BI et j'anime le groupe de Strasbourg. Et on aura la semaine prochaine un thème pour ceux qui s'intéressent à Power BI, Embedded. Vous avez vu, j'ai porté le t-shirt jaune du club Power BI pour faire référence aussi à ce groupe à qui j'appartiens aussi.
Allez, on attaque. Azure Data Factory, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Comment il fonctionne? Comment l'utiliser correctement? Ce sera le thème de cette première partie. Il y en aura une deuxième sur Azure Data Studio, qui est un produit totalement différent, comme vous verrez. Allez, Azure Data Factory, qu'on peut abréger ADF, j'utiliserai quelques fois. Qu'est-ce que c'est qu'Azure Data Factory? Il fait partie de la famille de ces produits qu'on appelle les ETL, c'est-à-dire en anglais Extract Transform Load, pour traduire en français. J'extrais les données d'un côté, je les transforme en vue de les décharger sur un système cible. Donc, si je veux déplacer les données d'un fichier CSV dans une base SQL, extraire de l'Oracle vers une base Postgre ou du Postgre vers du CSV, du XML, peu importe le format. On a aussi d'autres formats qui est le Parquet. Ça, je vous dirai à peu près tout ce qu'on peut faire. Azure Data Factory, je vais vous poser la question, on se posera la question, est-ce que c'est vraiment un ETL ou c'est pas plutôt un EL? Et il a aussi des grosses fonctionnalités d'orchestrateur. Mais je réserve ces questions-là pour la fin et on fera un petit point là-dessus. Allez, d'abord, comment on crée un ADF, un Azure Data Factory? Depuis le portail Azure, on crée un groupe de ressources, et dans le groupe de ressources, on lui fait rajouter un Azure Data Factory. Comme j'ai déjà créé, je vous ai préparé les slides, hein, on va vite les présenter. Vous verrez que c'est très très simple à mettre en place un Azure Data Factory. On choisit l'abonnement, le groupe de ressources, ça ne change pas. On choisit un nom, on choisit la région, en fait le data center dans le monde qui nous intéresse. Là, j'ai pris USA numéro 2 à l'est. Et il n'y a plus actuellement que la V2. La V1 de Azure Data Factory n'existe plus, n'est plus disponible. Et je pense que bientôt, ça va même être disparaître s'il y en a qui encore subsistent encore historiquement. La puissance d'Azure Data Factory, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la possibilité de tout stocker dans un environnement Git, que ce soit Azure DevOps ou GitHub, dans le but que vous puissiez toujours suivre les changements et collaborer, parce qu'on peut être plusieurs à travailler sur ADF. On a beau être dans le navigateur, on a beau utiliser une ressource, à travers la fonctionnalité Git, on peut s'assurer de la chose. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire du CI/CD, c'est-à-dire pouvoir utiliser notre possibilité qu'offre Git pour pouvoir le déployer dans un environnement de dev vers un environnement de prod, ou de pré-prod, ou de test, etc., de recettes. L'occurrence là, moi, dans mon environnement, je n'ai pas fait de Git parce que ça n'a pas l'intérêt d'aller trop dans le détail aujourd'hui. Je suis quand même un temps limité et je préfère m'axer sur les points importants. Donc, je n'ai pas configuré de Git, mais sachez que vous avez intérêt sur un environnement de travail professionnel à le faire. On a le paramétrage réseau, globalement, rien de particulier. Voilà, on active la terminaison publique. On peut utiliser un environnement plus sérieux et plus contrôlé en utilisant des terminaisons privées. Dans les options avancées, on n'en a qu'une. Hein, c'est si vous voulez utiliser une fonctionnalité de chiffrement pour ne pas utiliser directement les fonctionnalités propres à Microsoft, en cas où vous avez vraiment des doutes sur la qualité de la chose. La dernière option, c'est toujours la même, c'est les étiquettes, j'en ai pas mis. Et puis après, on a juste la vérification et le déploiement. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple de déployer un Azure Data Factory. Quelques clics, c'est pratiquement si on avait une installation, on fait suivant, et on y arrive au bout. Le seul élément vraiment qu'il faut préciser, c'est le nom et la configuration Git. Le reste, on peut prendre les éléments par défaut. Allez, je vais commencer une démo. J'ai dit que je ferai une session très orientée démo et pas beaucoup trop d'explications. On va détailler les fonctionnalités suivantes d'Azure Data Factory. La première chose, c'est sur les intégrations runtime. Il n'y a pas de traduction officielle de ce terme, on garde le mot anglais. Je vous explique ce que c'est. Alors généralement, on commence par la fin. Moi, je préfère commencer par cet ordre-là, parce qu'on va aller dans le sens du paramétrage. Donc les intégrations runtime, on verra ensuite que sont les serveurs liés, les jeux de données, pardon, en anglais les datasets, les pipelines, les activités. Les deux derniers étant vraiment ceux pour lesquels on intervient beaucoup. J'attaque la démo. Simplement pour bien préciser, dans le cas de ma démo, j'ai créé une base de données qui s'appelle SQL Starter IT 2023. Je n'ai pas fait original. Donc, il y a une base de données
et dans laquelle j'ai intégré un droit pour que tout fonctionne. Au préalable, pour éviter de le faire en session, donc simplement attribuer un droit à cette base de données à notre Azure Data Factory qui s'appelle lui-même SQL Saturday IT 2023. Donc tout le monde, vous verrez, j'ai tout appelé SQL Saturday de IT 2023, peut-être en manque d'imagination. Mais en tout cas, la base de données possède les droits pour que notre ADF, Azure Data Factory, puisse lire, écrire, modifier les informations directement dans la base de données. Voilà, et ensuite j'ai fait un compte de stockage. Le scénario que j'ai pris, tout simplement, c'est lire des tables côté SQL et les faire en CSV côté un compte de stockage. J'utilisais une clé de stockage, vous verrez, on aurait pu utiliser, elle est déjà enregistrée, et j'aurais pu utiliser une identité managée ou le Key Vault, stocker tout ça dans un Key Vault, un coffre-fort où je ne l'ai pas fait. J'ai fait plutôt simple là. Voilà, allez, plus de discussion, j'attaque ma démo. J'ai une. Voilà. Voilà. Tout se passe dans le navigateur. Donc je suis sur le portail Azure. Vous voyez, donc j'ai créé mon groupe de ressources qui s'appelle SQL Saturday IT 2023. Dedans, on trouvera la fabrique de données, donc la traduction de Azure Data Factory. Je vous ai mis une base de données et son serveur, et on a un compte de stockage, donc l'ensemble des éléments dont j'ai besoin. Et celui qui m'intéresse réellement là, c'est le Azure Data Factory. Donc si on ouvre la ressource, voilà à quoi elle se présente. On retrouve le panneau gauche toujours habituel, vous voyez, qui est plutôt restreint. On n'a pas grand-chose, on a l'identité managée, les réseaux. Comme outil de paramétrage, le reste c'est plutôt standard. Et à droite, ici, vous avez le résumé de ce qui est la vue d'ensemble. On a en bas les petits graphiques et en haut le résumé, etc. Pas grand-chose. Il y a très peu de choses à paramétrer. En fait, tout se passe dans le studio. Vous voyez, si vous cliquez ici sur ce bouton, c'est là que vraiment tout va se passer. Il y a de plus en plus de services qui fonctionnent avec le studio. Vous avez Synapse qui fonctionne avec le studio. Vous avez Azure Machine Learning aussi qui utilise le studio. Vous avez de plus en plus d'applications qui nécessitent un studio, qui sont à peu près toujours sur le même schéma. Et ce fameux studio, le voilà. Ici, vous avez le panneau à gauche, ça c'est à peu près toujours la même chose. Ce qui va nous intéresser, c'est toujours un accueil, un centre de formation pour y retrouver des éléments d'apprentissage. Et les éléments qui vont nous intéresser réellement, c'est la partie conception, gestion et monitoring. Là, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du monitoring. C'est là-dedans qu'on aura la possibilité de suivre l'exécution, l'historique, etc. Mais ce n'est pas trop mon but. Je vais commencer aujourd'hui par la partie manage, gestion. J'ai remarqué qu'il y a des ordres de traduction, il y a des parties en français, des parties en anglais. C'est un petit peu décousu, c'est dommage. À une époque, c'était marqué gestion depuis quelques temps. On est revenu sur de l'anglais, voilà. Sur une partie en anglais, une partie français. Normalement, je suis censé être qu'en français. Oui, beaucoup d'éléments sont en français, mais la panneau est toujours en anglais. Allez, on attaque la partie managée. Je vous ai dit que les parties les plus importantes que nous allons détailler aujourd'hui sont les intégrations runtime, les services liés, qu'on retrouve ici, ces deux éléments qu'on trouve ici dans la partie gestion. Ce sont des éléments préalables qu'on paramètre avant de pouvoir participer vraiment à la conception du Azure Data Factory. Allez, ici, je commencerai donc par les intégrations runtime. Les intégrations runtime, alors c'est pas très toujours, on le présente pas toujours comme ça, mais en fait, si vous voulez vraiment tout savoir, l'intégration runtime, c'est du compute, c'est de la puissance machine. C'est d'ailleurs principalement ça qui fait comment on va gérer la facturation d'Azure Data Factory. La facturation d'Azure Data Factory dans Azure est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Elle dépend de beaucoup d'éléments. Je vous les détaillerai un petit peu plus tard quand on attaquera les pipelines. Mais globalement, c'est découpé un peu saucissonné un petit peu en tout ça. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la facturation d'Azure Data Factory, elle se fait
à la consommation réelle. C'est-à-dire que si vous utilisez pendant 10 minutes Azure Data Factory, c'est 10 minutes qui seront facturées. Le reste ne sera pas facturé. Vous aurez 0 euros ou dollars ou l'unité que vous voulez monétaire pour cette partie-là. Donc, sachez-le, c'est vraiment facturé à l'usage. Et tant que vous êtes dans le studio, que vous n'avez pas demandé l'exécution de ce qu'on appelle les pipelines, vous n'aurez aucune facturation. Donc ça, c'est le point important à noter. Donc une facturation complexe, parce que découpée en beaucoup de composants, mais est liée essentiellement à la partie intégration runtime. Alors qu'est-ce que sont que les intégrations runtime? Il y en a une qui arrive par défaut, c'est celle qui est ici. Moi, j'en ai fait un autre, mais je vais vous les détailler. On va simuler la création d'une intégration runtime. Ce que je vous rappelle, c'est bien, une intégration runtime, ça va être la fonction qui va supporter la charge de travail. C'est du compute, c'est de la VM ou du container. On n'y a pas accès, mais c'est lui qui va faire exécuter ce qu'on va vouloir faire. Déjà, on va distinguer, vous voyez, on a une première distinction dans les runtime entre l'auto-hébergé qu'on va faire tout de suite, mais on a un module qui permet d'exécuter des paquets de SSIS, pour ceux qui sont familiers. On peut exécuter du SSIS dans une intégration runtime dédiée. Globalement, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, c'est qu'on va démarrer une machine virtuelle avec tout ce qu'il faut comme service SSIS dedans. On va déposer le paquet SSIS au moment de l'exécution. Donc, au moment de l'exécution, je répète, pour être précis, au moment de l'exécution d'un paquet SSIS, je démarre une VM, je copie le paquet SSIS dans cette VM, je lui demande l'exécution, et à la fin, quand le traitement est terminé, on démonte le SSIS, la machine virtuelle, et on n'aura été facturé que le temps du montage et d'exécution du SSIS. Voilà, donc sachez qu'on a une compatibilité avec l'ancien SSIS dans Azure Data Factory. Moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, pour faire simple, c'est les Azure auto-hébergés. Voilà, hop, je choisis, je fais continuer. On en a deux types. Le Azure, celui qui va être une machine virtuelle qui va être stockée dans Azure, qui va être gérée sur l'environnement Azure, et une qui va être auto-hébergée. Les auto-hébergés, c'est ceux que vous allez mettre sur votre infrastructure locale, chez vous, sur vos machines à vous. Quel est l'intérêt d'avoir ça? Non pas de pouvoir déporter ça dans Azure, mais plutôt de pouvoir faire communiquer vos sources de données. Si vous avez un SQL Server chez vous, si vous voulez faire communiquer avec le cloud, comment vous faites? Normalement, si vous avez bien sécurisé ça, vous n'avez pas mis votre base de données en public sur Internet. Donc, ces composants que vous allez installer chez vous, un petit bout de code qui va s'exécuter en local, va faire le lien entre vos données locales et Azure, dans l'objectif de ramener vos données locales dans Azure pour pouvoir faire les traitements. Donc pour ça, il fallait cette passerelle. Donc, il suffit de la valider et de dérouler le processus. On vous explique comment il faut installer le code chez vous, la petite application chez vous. Là, je vais faire simple. On va utiliser que des ressources Azure, puisqu'il s'agit d'une base de données Azure et d'un code de stockage et d'un compte de stockage Azure. Donc, on peut faire tout dans Azure. Donc voilà, je choisis Azure. Je lui donne un nom. Je lui donne éventuellement la région auquel on souhaite. Moi, ici, tout à l'heure, j'ai créé donc East2. Et ce qui est important, donc éventuellement, si vous utilisez des réseaux virtuels, vous pouvez le paramétrer. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez choisir la taille de l'intégration runtime, selon la charge de travail et le temps d'exécution que vous voulez. Vous avez une petite intégration runtime, une grosse, une très grande. Si vous regardez le paramétrage, vous avez 4 plus 4, donc 4 plus 4 cœurs, donc 4 cœurs d'exécution et 4 cœurs de pilote, 8 cœurs et 8 cœurs de pilote, 16 et 16, etc., 32. Donc vous pouvez choisir le nombre de cœurs que vous souhaitez. Éventuellement, si vous avez besoin de beaucoup de mémoire, vous avez un autre modèle encore plus gros pour pouvoir faire ça. Donc globalement, nous on va faire petit, c'est ce que je voulais faire. Donc elle a déjà été créée, c'est celle-ci qui était déjà qu'on utilisera. Et si vous voulez bien, on a deux choses qui sont associées, je vais les détailler là. Donc la première chose, c'est toujours définir l'intégration runtime. Soit on utilise celui qui est par défaut avec une auto-résolution du data center dans lequel ça doit se faire, soit vous le déclarez vous-même, soit vous en installez localement. Une fois que vous avez fait l'intégration runtime, on va commencer à déclarer où sont vos données.
N'oubliez pas, hein, on est dans un module qui s'appelle ELT, donc extraire et charger les données. Il faut savoir où sont ces données, ou d'où elles partent, où elles vont. Donc il faut pour ça identifier ces sources de données. Ici, vous avez vu, j'ai créé 2 types de sources de données. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer une source de données. Voilà. Vous choisissez le type de source de données. Donc, vous en avez, on va les parcourir. Vous avez des sources de données type Azure. Vous avez du Cosmos DB, vous avez du Azure Database for MySQL, Postgre, vous avez des formats Delta Lake pour faire du data lake ou du lakehouse. Vous en avez un pour faire du Key Vault. Lui, il est un peu différent parce qu'il s'agit essentiellement de pouvoir stocker nos clés pour pouvoir gérer. C'est pas vraiment un module de copie et export, mais c'est un service quand même lié dans le sens où on en aura besoin pour d'autres choses. On a bien sûr des fonctionnalités autour de Synapse. Ici, vous voyez, donc on a plusieurs formes de stockage. On a aussi Data Explorer, ça c'est les fonctions Azure. En termes de base de données distantes, peut avoir des choses qui sont stockées dans Amazon. On a des formats dédiés SAS comme du Impala, du DB2. On a des choses liées à Hadoop. Oui, on a du Hive pour récupérer le stockage, on a du PostgreSQL si vous voulez stocker ça chez vous. On peut avoir aussi les fonctions SAP, plusieurs versions. On a des bases SQL que vous pouvez héberger chez vous ou en VM quelque part. On a du Spark si vous voulez faire du machine learning, du Sybase. Vous voyez, donc on a un certain nombre de formats qui existent sur le marché. On a des fonctions sous forme de fichiers. Donc vous voyez, on retrouve le format de stockage sur AWS. On peut attaquer du FTP, du format Hadoop natif, du SFTP, de l'Oracle, du compte de stockage, du fichier plat. Celui-là, on va l'utiliser essentiellement, pardon, je fais le stockage Google, ça je voulais dire. Ici, vous voyez, celui-là, c'est celui que vous pouvez utiliser pour attaquer votre stockage local, votre réseau local, avec une intégration runtime auto-hébergée dans vos locaux. Donc ici, vous pouvez utiliser. On a des fonctions NoSQL aussi, avec du Cassandra, du MongoDB. On a des choses plus génériques. On peut attaquer des web services, soit du web service standard, soit orienté REST, des connecteurs plus standards en ODBC ou un format OData. Des tas de services qu'on trouve dans la nature. Alors, je ne vais pas vous les lister, vous voyez qu'il y en a un nombre assez conséquent. On va trouver le Dataverse pour faire la CRM de Microsoft ou du Power Apps. On a du GitHub, on a des listes SharePoint Online, vous voyez, donc on a une liste, on a du Salesforce, on a quand même on a des choses assez variées pour tout ça. Oui, tout ça, ce sont nos sources de données. Donc, si on a besoin, en l'occurrence, de se connecter, allez, je vais faire une base de données de type SQL en local, SQL serveur local, par exemple, voilà, je pourrais le choisir, le type, on fait continuer dans le truc. Je lui donne son petit nom, mon SQL, par exemple. Alors, pardon, une faute de frappe. Il a des contrôles, vous n'avez pas le droit aux espaces, etc. Ici, vous choisissez le type d'intégration runtime, donc soit le local, soit, enfin, si vous en avez un local, etc. Ensuite, vous paramétrez le nom du serveur chez vous. Vous pouvez paramétrer le nom de la base de données. Vous pouvez mettre le type de connexion. Est-ce que c'est une connexion Windows ou une connexion SQL? Cette partie-là étant effectivement variant du type de nature de source de données. Si vous reconnaissez, si vous faites du SQL serveur, le type, le nom de l'utilisateur. On peut utiliser une connexion Windows en mettant le nom d'utilisateur, le mot de passe. Vous voyez ici, on peut préciser aussi du Key Vault, dans l'idée que dans un coffre-fort, on stocke soit la chaîne de connexion, soit le mot de passe. Si c'est la chaîne de connexion, on met directement l'identifiant du Key Vault. Si c'est juste le mot de passe, on choisit ici le nom du Key Vault, j'en ai pas, le nom du secret associé, et la version, on a une option qui est la dernière version, etc. Le but étant de pouvoir sécuriser tout ça. Voilà à peu près comment est-ce qu'on fait pour créer un serveur lié, qui, je vous rappelle, le but du serveur lié étant d'identifier une source, un service
sur lequel on va se brancher. Moi, j'ai fait déjà le travail et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En l'occurrence, voilà, c'est la connexion à Azure SQL Database. J'ai choisi donc l'intégration de runtime que je voulais. J'ai précisé le nom du serveur SQL, le nom de la base de données, l'identité gérée par, je récupère l'identité de notre ADF pour pouvoir se connecter. Et il n'y a rien de particulier. Et voilà. Donc ça, c'est la partie SQL. Et ensuite, on a la partie CSV, c'est-à-dire là où je veux stocker le CSV, donc le compte de stockage. Vous voyez ici, j'ai bien choisi le type, on le voit ici. J'ai choisi son nom, on ne peut plus le modifier, le compte d'intégration runtime, et j'ai précisé une clé de compte que j'avais préalablement rentrée, qui est ici. Elle est cryptée, j'aurais pu utiliser un key vault pour être sûr que personne ne puisse voir ou accéder, et avec la possibilité de le changer. Voilà. Donc ces deux services, on peut tester les connexions pour s'assurer que tout fonctionne bien. Vous voyez, la connexion est bien été établie, mon test fonctionne. Voilà, donc maintenant, j'en ai fini sur la partie gestion. J'ai rentré les deux éléments indispensables et nécessaires à faire fonctionner, que sont les intégrations runtime et les services liés. Il y a d'autres éléments que je ne détaillerai pas ici qui permettent d'enrichir davantage l'expérience par rapport à ça. La partie qui suit, c'est les pipelines, les jeux de données, les activités. Alors, on va définir le jeu de données, c'est-à-dire où sont stockées les données. Alors, on va définir un premier qui est forcément ma source de données, qui est une table. Je vais prendre la table produit qui est dans la base de données et je vais me connecter dessus. Donc, je lui dis que c'est une base de type SQL, ma source. Et il va me proposer tout de suite derrière le service lié qui va bien, à savoir ma base de données que j'ai déjà préparée. Donc ici, je vais définir mon jeu de données issu de ma source de données qui est dans le service lié, qui était dans la base de données. Le nom de la table, et si vous regardez bien, comme je suis bien connecté, il m'a déjà repris l'ensemble des tables de ma base de données. Donc ça, je vous assure, c'est les tables de ma base de données. Et je vais prendre la product parce que c'est celle qui m'intéresse. Et je lui dis, je vais prendre table. Une petite base de données de démo que j'ai pris, que Microsoft installe par défaut sur les bases Azure. Voilà, tout ça, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir le créer. Voilà, ma base de données est prête. Donc ici, je retrouve bien le service lié. Ici, à droite, j'ai quelques paramètres et notamment le nom de mon jeu de données, le nom de la table, je pourrais encore le changer et on va juste s'assurer qu'on récupère bien les données de la base de données. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est bien une liste de produits. On a un nom de produit, on a un code produit, etc. C'est bien ma table. La deuxième chose que je veux faire, c'est décharger dans un fichier CSV. Donc, je vais créer aussi le jeu de données pour dire où est-ce que je vais le décharger. Et je vais faire un nouveau jeu de données et ça va être du binaire, pardon, pas du binaire, du fichier texte. Pardon. C'est ici, je précise le format de stockage. C'est un format de stockage de type Azure. Voilà, le stockage Azure, il est là. Je fais continuer. Je dirais que je vais stocker ça sous forme de fichier délimité. Vous voyez que je peux stocker ça dans d'autres formats. J'ai le CSV typiquement, j'ai de l'Excel, j'ai du format JSON, j'ai de l'ORC, j'ai le format que les data scientists adorent, qui est le fichier Parquet, qui est un fichier c'est un fichier plat mais qui est compressé et c'est un fichier en gros binaire où dedans les données sont compressées. On a le fichier XML. Là, ce qui m'intéresse, c'est le fichier CSV. Voilà, le paramétrage de type de source de jeu de données est précisé. Et je vais lui dire quel est le service, c'est-à-dire où est-ce que je vais stocker mon fichier CSV. C'est bien le service lié qui s'appelle stockage CSV et je vais écrire par exemple CSV product.
Je lui précise où est-ce que je veux faire. J'ai déjà créé un container qui s'appelle data. Voilà, et je vais lui dire de le mettre dans, on le mettra dans un fichier qui s'appelle, dans un dossier qui s'appelle fichier CSV, et le nom c'est product, ça, product CSV. CSV, et je vais écrire tout de suite l'extension CSV. Voilà. Et le première ligne contient le fichier en tête, et je lui dis de n'apporter aucun schéma puisque mon fichier n'existe pas. OK, voilà. Donc ici, j'ai créé donc mon deuxième source de données, ma connexion, là où je vais stocker. Si je veux une compression particulière de type zip, etc., et il y a quelques-uns, il y a du bzip2, gzip, etc., du tar, etc., les différents formats de compression. On a un séparateur où on va lui dire, comme c'est du CSV, on va mettre une virgule, le séparateur de ligne, le retour à la ligne, ce qui est par défaut, l'encodage UTF-8, le caractère d'échappement, la barre oblique, le séparateur de texte, ce sera les doubles cotes. Voilà. Et là, je suis à peu près tranquille. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je vais revenir en arrière. C'est ici, vous voyez, j'ai dans la connexion de type SQL, j'ai récupéré la liste du schéma de ma table, savoir le product ID, le name qui est de type nvarchar, du texte, product, etc. Le code catégorie, bon, je m'en servirai pas ici, mais peu importe. J'ai une photo aussi en binary, etc. Donc ici, j'ai un certain nombre de choses de ma table. Ne pas oublier tout simplement de tout enregistrer, ça s'appelle publier, pour être sûr de ne pas le perdre. Donc, on résume à cette étape. J'ai bien ma source de données, mes deux jeux de données, que sont ma cible, le CSV, et ma source, ma table dans ma base de données. Je suis à peu près bon. Ce qu'il faut maintenant, c'est écrire une fonction qui vient lire la structure SQL, les données SQL, et qui va les copier dans la partie CSV. Ça se fait, ça, dans ce qu'on appelle un pipeline. Et je vais créer un nouveau pipeline. Voilà. Et un pipeline, c'est là où ça va s'exécuter. C'est là où on va faire réaliser les tâches qu'on veut faire à travers ce qu'on appelle des activités. Donc, si vous regardez bien ici, j'ai une zone vierge qu'on va remplir. À droite, j'ai le petit paramètre, j'ai le petit panneau de paramètres où je peux nommer. Il me rappellerait des choses, etc. ici, lui mettre une description, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Ce qui nous intéresse ici, dans le pipeline, ça va être ces activités, c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est les éléments, les deux éléments importants sont les activités et les pipelines. Donc le pipeline, c'est là où on va mettre les activités. Elles sont là. Typiquement, l'activité la plus souvent qu'on utilise, c'est la fonction de copie. Voilà, donc il suffit d'attraper l'activité et de le déplacer. On a d'autres types d'activités que je vais vous les détailler ici pour vous donner une idée. Par rapport à Azure Synapse, on peut exécuter des blocs-notes, par exemple, ou des définitions de travail Spark. Alors, généralement, il n'y a pas de grande différence, c'est vrai, mais il y a une petite différence. Donc du Synapse, on peut faire exécuter des blocs-notes. Si vous utilisez Azure Data Explorer, vous pouvez faire exécuter des requêtes, des commandes de déplacement de données ou d'interrogation. Au niveau d'Azure Functions, vous pouvez faire exécuter, appeler des Azure Functions. Vous avez au niveau des services de batch, vous avez un mode personnalisé, vous pouvez écrire avec du code à vous. Des services de type Azure Databricks, vous pouvez utiliser du bloc-notes, du Jar ou du Python pour faire exécuter des tâches. Ce sont donc des tâches liées à Databricks. Ici, pour tout ce qui est Data Lake Analytics, vous avez fait possibilité de lancer des commandes SQL. Je ne suis plus très utilisé cette partie-là. Dans la partie générale, je reviendrai dessus. Azure HD Insight, la partie Hadoop, hein, on peut faire passer des commandes Hive, Pig, lancer des commandes de type MapReduce, hein, qui est quand même le fondement de la partie Hadoop, lancer des processus Spark, diffusion, je dois reconnaître là, que je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas beaucoup l'occasion, ça fait longtemps que
Aujourd'hui, Hadoop est un peu en perte de vitesse par rapport à Databricks ou à Synapse, donc il n'y a rien de surprenant. Allez, ça je vous le mets de côté aussi. Je suis toujours dans les produits. Dans Azure Machine Learning, vous allez pouvoir lancer d'exécution de l'eau, mettre à jour des ressources, etc. ou exécuter un pipeline de type Machine Learning. Et je aborderai le Power Query et les flux de données un petit peu plus tard. Maintenant, je vais regarder un peu les composants un peu standards qui feront que Azure Data Factory n'est pas qu'un module qui lance des commandes, c'est celui aussi où vous pouvez faire des choses un peu plus conditionnelles ou de traitement. C'est notamment les éléments que j'ai sautés. Là, vous avez par exemple ajouter une variable, donc vous pouvez variabiliser des éléments de l'orchestrateur, des tâches qu'on va générer ici, supprimer des fichiers, exécuter un autre pipeline. Un pipeline peut appeler un autre pipeline Azure Data Factory, exécuter des packages SSIS si vous aviez une intégration runtime SSIS, lancer une tâche, une activité qui va faire échec, qui va générer une condition d'échec. Typiquement, vous n'avez pas le bon nombre d'éléments ou vous avez un problème, vous mettez cette activité-là et vous générez un message d'erreur et tout le pipeline se met en échec. Obtenir des métadonnées, c'est une autre façon d'alimenter des variables. Fonction de recherche, de faire des lookups pour, par exemple, retrouver des valeurs dans un ensemble. Appeler dans la partie SQL de base de données de la procédure stockée, appeler des scripts de type SQL, définir des variables, quand on variabilise tout ça, utiliser des conditions de validation. Le web, ça c'est très utilisé, en tout cas moi j'utilise beaucoup quand j'utilise des web services. C'est avec ces composants-là qu'on peut appeler. Les webhooks, c'est vous savez, c'est des webhooks, c'est une façon d'abonner un site web à un autre site web. Donc là, vous pouvez gérer ça. Et vous pouvez avoir une fonction d'attente aussi qui est, vous dire par exemple, j'attends pendant 3 minutes le temps que mes fichiers soient bien stabilisés ou des choses comme ça. Vous avez des éléments d'itération, vous pouvez filtrer, hein, donc des variables, disons, bah voilà, des variables de type liste, je ne veux récupérer que celles qui commencent par la lettre A, par exemple, etc. J'en sais rien. J'ai des exemples quelconques. Un for each, tant faire tant que. Les conditions si une condition est appliquée, je lance un autre activité. Faire du basculement, c'est des switches, hein, c'est mal traduit. Et faire des boucles plutôt qu'un for each, ben faire tant que. Donc ça, c'est des éléments qui permettent de conditionner un peu tout ça. Donc les activités vont s'enchaîner, je vous montrerai tout à l'heure comment on enchaîne les activités, mais là pour l'instant je vais me limiter à ma fameuse fonction de copie. Donc ici je lui donne son petit nom, la fonction de copie, hein, copie product. Ça copie la table produit. Je peux limiter le temps d'exécution de cette tâche. J'ai une source et un récepteur, hein, donc je fais de l'extract load. Ma source, eh ben, j'ai préparé le jeu de données source, c'est ma table, donc j'ai créé ma table product tout à l'heure. Voilà, donc ici je précise la table, c'est une table, etc. Le niveau d'isolation, comment tout ça, c'est des petits éléments particuliers. Éventuellement, je peux rajouter des colonnes supplémentaires dans ma source. Et ma destination, eh ben, c'est mon fichier CSV, c'est celui que j'ai appelé CSV product. Et ici, je peux tout choisir fortement. Alors, je ne vais pas le détailler ici. C'est essentiellement des éléments de performance ou des choses comme ça. Et je vais mapper. Et je vais faire importer le mappage. Vous savez, tout à l'heure, j'avais la structure source du schéma. Donc, mapper, c'est prendre la structure source et le mapper à la destination. C'est-à-dire que la table product va être mappée avec la table product, la table name avec la colonne name, pardon, avec la colonne name, product, etc. Cette partie-là n'existant pas, j'ai pas de schéma, il le crée pour moi. Donc, voilà comment est-ce que entre la source, la colonne product ID sera associée dans mon CSV à la colonne product ID. Eh bien, je pense que là, on est prêt et on n'a plus qu'à... Allez, on fait un petit enregistrement pour sauvegarder, pour être sûr de ne rien perdre. Publier. Voilà, c'est fait, la publication est en cours. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est débugger ce petit module de copie.
Et vous voyez ici, on a l'exécution qui se fait. Il y en a pour quelques secondes. C'est assez rapide. Voilà. Alors ça rafraîchit toutes les 10 secondes. Hein. On peut renforcer le rafraîchissement. Voilà. Ici, on a un petit assistant. Vous voyez, ça a été, c'est en cours. Et l'opération a même été réussie. On a lu 700 kg de données. On a écrit un méga. Ça vient de la structure, les doubles cotes, les virgules, etc. C'est ça qui fait la différence. On a copié, on a une grande vitesse et la file d'attente a duré 4 secondes, le temps d'exécution. Et on a mis exactement 2 secondes pour calculer quelques 295 lignes. Ouais, c'est assez rapide. On a ici le nombre maximum de connexions. Donc, on va quand même vérifier que tout s'est bien passé. Ici, je suis dans mon compte de stockage. Si je fais actualiser, vous voyez qu'ici, je suis dans le compte de stockage data, c'est le nom que j'ai choisi tout à l'heure. J'avais dit il faut que travailler sur un dossier qui s'appelle fichier CSV. Dans fichier CSV, vous voyez maintenant le fameux product.csv, le fichier. Et si on regarde la structure, modifier, c'est là où on voit la structure des données qui sont dans. Voilà, product ID, j'ai bien ma première ligne, le numéro, le code. Ici, les différents éléments de mon... Je vais le supprimer pour la suite de ce que je veux faire. Voilà. Hop. Mon fichier est supprimé, je remonte à la source. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus rien. Ce que je veux faire maintenant, vous voyez que j'ai Product ID. Je ne vais pas faire que Product ID, je vais faire aussi les consommateurs, les consommateurs. Et alors vous me direz, c'est assez simple. Là, ici, j'ai une fonction de clonage. J'ai qu'à cloner et il va me créer, puis je n'ai qu'à paramétrer. On va faire un peu plus simple parce que si je fais ça, d'ailleurs, je vais le faire. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. La fonction de clonage est ici. Et en cas de réussite, je vais prendre la sortie de réussite ici qui est en vert et je vais l'associer ici. Et je vais dire que là, il s'agit de copier customer. Et comment est-ce que je fais pour le faire? Ça veut dire qu'ici, il faut que je change ma source de données. Alors en fait, on va faire autrement pour ne pas créer une source de données par table, pareil pour la destination. En fait, je l'ai fait, je vais vous montrer comment on fait pour créer une source de données qui soit générique et que ce soit aussi bien sur la partie SQL et CSV. Et pour ne pas avoir à créer, vous verrez que je vais créer qu'un jeu de données, c'est un jeu de sources de données de destination. Et je vais pas m'embêter à les dupliquer. Et tout simplement, je vais les rendre génériques, comme leur nom l'indique. Et donc, sur la partie SQL, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? C'est que dans la partie réglage ici, alors c'est une traduction, des fois j'hésite, un peu de settings en anglais. Et ici, vous voyez, j'ai créé simplement une variable, j'ai fait un nouveau nom qui s'appelle table. Et j'ai dit que ce nom, ici, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes sur les trucs, il vous dit ajouter du contenu dynamique. Et en fait, vous pouvez variabiliser et la valeur qu'il prendra changera en fonction du contexte. Et en l'occurrence, cette variabilisation, ce comportement variable en fonction de l'exécution, je peux écrire du code. C'est le but de cette fenêtre-là, vous voyez, où je peux écrire du code. Alors ici, tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, dans le dataset, tu as une variable et un réglage qui s'appelle table et que tu vas récupérer. Et c'est au moment de l'exécution, tu prendras cette valeur-là. Et on verra dans quelques secondes comment est-ce que je fais pour attribuer au moment de l'exécution un nom à cette variable, à ce paramètre table. Donc vous voyez, donc ici, mon schéma, lui, ne bouge pas, ce sera toujours la table CLLT. Simplement ici, au moment de l'exécution, en fonction de l'activité, il prendra soit la table product, soit la table customer, ou toute autre table si je veux en rajouter. Donc, j'ai supprimé mon schéma puisqu'il va changer d'une table à l'autre. Pour la partie CSV, j'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai rajouté un réglage, la table produit, j'ai mis un nom qui s'appelle le nom de fichier. Et par défaut, peu importe, j'ai mis product, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et pareil, la partie
du container ne bouge pas, la partie dossier ne bouge pas. Ce qui change ici, ce que je veux créer de manière dynamique, c'est le nom du fichier point et je rajoute l'extension CSV. Automatiquement, je n'aurai à mettre que le nom du fichier, la racine, et je rajouterai l'extension automatiquement par rapport à ça. Alors des fonctions, vous en avez beaucoup. Hein. Je vais pas toutes les lister. Vous avez des fonctions de conversion, de date, des fonctions mathématiques, de manipulation de chaîne, etc. Et vous pouvez les associer dans un langage un peu propriétaire. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes deux composants ici, mes jeux de données, et je vais créer le pipeline qui va bien. Et j'ai préparé ce pipeline, et vous voyez, j'ai bien mes deux fonctions pour la partie copie produit et la partie customer. La chose qui va changer, c'est qu'au niveau de la ressource, quand j'ai attaché ma ressource qui s'appelait générique, tout simplement, c'est qu'il me propose à ce moment-là une propriété du jeu de données, il veut le nom de la variable qui s'appelle table, pardon, et j'ai tout simplement dit, elle s'appelle produit. Et dans le cas de customer, la source, je vous fais en 1000, c'est le nom de la table d'origine qui s'appelle customer dans la base de données. Donc ici, donc pour produit, j'ai une table qui s'appelle produit. Dans le côté customer, j'ai côté customer. Et au niveau du récepteur, pareil. Comme je veux générer mon fichier CSV, ma table, c'est, j'ai précisé quel nom de table je veux. En l'occurrence, je veux produit. Et côté customer, je vais faire customer. Un petit regard sur les mappages. Pour aucun des deux, j'ai créé le mappage. Je pourrais en créer un spécifiquement à la main. C'est un peu compliqué, mais quand Azure Data Factory ne voit pas de mappage, surtout que ma cible n'a pas de table, il n'y a pas besoin de vérifier. Il créera le mappage, le mapping des colonnes automatiquement. Donc, voilà. Donc, on va enchaîner les deux tâches avec, ici, vous voyez, donc l'enchaînement, c'est bien fait sur la partie verte qui veut dire succès. La partie rouge, ce serait en cas d'échec. La partie bleue, c'est achèvement. Quel que soit le statut du module d'avant, en l'occurrence le copie produit, j'exécuterai customer. Et le cas d'omission, si cette tâche n'a pas été exécutée, par exemple sur une condition si ou quoi que ce soit, j'enchaînerai automatiquement cette tâche-là si celle-là n'est pas exécutée. Donc voilà, mes flux. Donc là, tout est bon. J'ai plus qu'à faire. Alors je regarde côté data. Vous voyez bien qu'ici, dans mon container, je vais même remonter d'un cran. Est-ce que je suis sur le bon niveau? Oui, je suis sur le bon niveau. Donc, vous voyez, ici, j'ai absolument rien dans mon container. Donc, je vais exécuter, je vais archiver ça. Et on va être prêt à lancer le débugage. Alors, pendant qu'il débug, vous avez un mode déclencheur. Ajouter un déclencheur, c'est une façon de lancer soit sur une planification, soit sur un événement. On peut créer des triggers, des déclencheurs. Si je veux faire un nouveau trigger, vous voyez qu'on a les types planifiés selon une planification. D'effet de culbute, alors la traduction française est un peu limite, tout simplement les X temps. Événement de stockage, un nouveau fichier apparaît par exemple, ou des événements personnalisés si vous avez besoin. Alors c'est tout nouveau, j'ai pas regardé. Donc si vous faites planifier par exemple tous les jours, toutes les 15 minutes, selon un certain nombre d'éléments temporels, etc. Voilà, donc ça, je ne vais pas lancer de planification. Ici, je l'ai fait manuellement et vous voyez que donc mes deux copies ont lieu. Et si je regarde du côté de mon mobile storage, vous verrez bien que j'ai bien mes deux fichiers qui sont apparus, en l'occurrence le customer, avec la table des clients, Monsieur Orlando, etc., et le nom, etc. Non, pardon, ils sont... Oui, ils sont là, les noms. Si je regarde la structure CSV. Voilà, donc
voilà ce que je voulais vous montrer, comment fonctionne un Azure Data Factory, c'est ça. Ce sont des pipelines avec des activités pour faire exécuter des tâches planifiées selon un trigger que vous pouvez déplacer, paramétrer pour exécuter toutes les nuits à 3 heures du matin, par exemple, etc. Ou 3 fois par jour, etc. Et vous avez cette fonction qui est très intéressante et qui rend vraiment un produit excellent, c'est toute la partie paramétrage dynamique avec des fonctions et des variables pour pouvoir le rendre dynamique en fonction des conditions. Je vais m'attarder sur 2 petites choses avant de passer aux questions. On a vu ici ces modules de copie, vous avez bien compris qu'il s'agit de fonctions EL, extract load. Il n'y a pas de fonction de transformation. C'est vrai que par définition, dans Azure, on a beaucoup plus besoin de fonctions de EL que de ETL ou ELT. On pourrait faire de ELT aussi, faire une transformation beaucoup plus tard dans le temps. Si vous avez besoin d'un module de ELT, vous avez 2 façons de le faire. Soit avec les data flows, que je ne détaillerai pas, qui est une façon de concevoir de la transformation. Et pour ça, vous aviez, je l'avais mis de côté, vous aviez ici le flux de données. Vous voyez, donc c'est ce que j'adore dans la traduction, c'est que vous en avez une partie en français, une partie en anglais. Vous voyez, donc data flows, c'est la partie anglaise, et pour l'appeler, vous avez le mot la tâche en français, l'activité en français qui s'appelle flux d'activité de données. Donc ici, vous pouvez créer des transformations avec des composants, ou bien pour ceux qui sont plus amateurs d'environnement BI, Power BI, vous avez la possibilité d'utiliser un module de type Power Query Online pour pouvoir faire les actions qui sont là. Bon, là, je dois sélectionner mes sources de données, je ne veux pas aller bien loin. Il faut prendre des trucs avec schéma. Celui-là. Non, il n'y a pas de schéma. Ce serait celui-là. Voilà, donc il y a un certain nombre de tâches à réaliser en acquisition, etc. Bon, je ne vais pas détailler, j'ai plus trop de temps. Ce que je voulais dire, c'est que donc sachez que vous avez 2 façons de faire de la transformation. C'est soit les data flows, soit les Power Query, donc les Power Query Online, qui utilisent un émulateur qui est un émulateur Spark. Voilà, le temps que je parle. L'interface, vous devez retrouver l'interface de Power Query, pour ceux qui connaissent Power Query, Power BI desktop ou en ligne. Voilà. Donc ici, vous avez ce module-là qui fait les transformations et vous pouvez comme ça associer les transformations. Donc ça, c'est la première méthode, je vous dis. La deuxième méthode est Data Flows. Voilà, je vais revenir sur mes slides. J'en ai fini avec mes démonstrations. Et c'est celle-ci. Voilà, et ma dernière slide. J'ai perdu ma souris, excusez-moi. Bon. Donc, j'en reviens à ma dernière slide. Si la souris est revenue. Ouais, non. Alors, c'est essentiellement d'abord Azure Data Factory, excusez-moi, c'est vraiment un orchestrateur et un module de copie. Si vous voulez faire la transformation, ça se fait. Sachez que moi, je fais très peu de transformation dans mes projets. Comme j'ai toujours comme destination des bases de données, généralement, je fais des procédures stockées pour faire mes transformations. Donc, ça ne me gêne pas de ne pas avoir de transformation côté Azure Data Factory. Comme je suis beaucoup plus à l'aise en SQL, je préfère faire du SQL. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si Annie, tu es là. Et est-ce qu'il y a des questions Oui, je suis là, Philippe. Il y a pas mal de commentaires, je vois ça. Hein. Oui, peut-on créer un backup avec le cloud pour la protection des données chez Azure? Alors, la question, elle est vaste. Est-ce que c'est une question propre à Azure Data Factory ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on peut s'en servir effectivement pour
pour faire des copies de fichiers Azure Data Factory. Après, dans le cloud, utiliser des fonctions de backup. Il y en existe plusieurs. Par exemple, dans la partie SQL, il y a la possibilité de sortir les données sous forme de backup ou de fichiers. Alors pour ceux qui sont plus amateurs de la partie Datpack, Backpack, donc vous avez aussi la possibilité d'utiliser Backpack sur les fonctions Azure, les bases de données SQL d'Azure. Oui, les questions, il n'y en a pas d'autres, donc vous pouvez continuer étant donné. Donc, ok. Si on va attendre 2 secondes. Ah oui, il y a une question qui s'est montée. Est-ce qu'il y a un moyen gratuit pour faire des formations? Ah, totalement. Alors totalement pour toutes les fonctions Azure et toutes les autres. Microsoft a un environnement d'apprentissage qui s'appelle learn.microsoft.com, qui est la documentation, mais aussi des choses, qui est gratuite et qui est extrêmement détaillée. Et vous avez pour certains modules, pour faire des ateliers pratiques, des labs, vous avez des environnements de type, alors excusez-moi, je cherche le terme. Vous avez des accès à des environnements Azure pour faire des ateliers pratiques sur lesquels vous pouvez le faire. Donc, alors ils sont limités en nombre, hein, ce sont des espaces de travail Azure quasi complets. Et vous avez le droit à 10 par jour pour une durée chacune de 1 heure. Donc voilà, okay. Donc oui, il y a tout ce qu'il faut pour faire des formations. C'est sur le site learn.microsoft.com. Vous avez des modules, vous avez des thèmes.